Et donc, on me dit, le corps, il est où ? Dans la baignoire avec des glaçons. Et j'ai dit, mais pourquoi ? Mais non, mais dans la morgue, la morgue, elle est occupée. J'ai dit, comment la morgue, elle est occupée ? Oh non, on a toutes les boissons des membres d'équipage dans la morgue. Et du coup, t'as fait enlever les 3 bouteilles de Bélez et tu as mis le corps peut-être à la place, non ? Non, même pas. On a gardé le corps dans la baignoire avec des glaçons. Ouais. Et combien de temps ? Les 3 jours. Hein. Bonjour tout le monde et bienvenue sur Légende. Aujourd'hui, dans cette émission, on va recevoir un directeur de croisière. On n'avait jamais abordé le sujet des croisières. On trouvait ça très intéressant de le faire avec quelqu'un qui avait déjà fait toute sa carrière dedans, plusieurs tours du monde à son actif. Il a fait des croisières à 200 000 € le ticket, des croisières même de luxe. Il va nous raconter ce qu'il a vu de plus incroyable, ce qui est catastrophes qui sont arrivées à bord aussi dans le bateau. Il va nous raconter même des croisières libertines qu'il avait déjà pu voir. Il y a plein de thèmes, je ne savais pas du tout, il va nous raconter tout ça. En tout cas, n'hésitez pas à nous écouter. Aussi en podcast audio, si vous nous écoutez sur YouTube aujourd'hui, merci d'être là. On est aussi en podcast audio, on remet la version audio pour pouvoir faire du vélo, pouvoir courir, pouvoir nous écouter en voiture, sur la route ou en train de faire du sport. N'hésitez pas, c'est sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. Vous tapez Légende Média ou Guillaume Play sur la barre de recherche et vous êtes tombé sur notre podcast. On est le premier podcast de France ce jour du tournage, donc merci beaucoup à vous tous. Et c'est parti avec Frédéric, le directeur de croisière sur Légende. On y va. Bonjour, je m'appelle Frédéric Janssen et j'ai été directeur de croisière pendant 20 ans et je vais vous raconter quelques anecdotes assez incroyables. Eh ben voilà, bienvenue, du premier coup. Merci Frédéric. Frédéric, directeur de croisière. On n'avait jamais fait ce métier, c'est super intéressant. Tu as commencé à nous raconter plein de choses lorsqu'on a préparé l'émission, plein d'anecdotes que tu as vécues sur les bateaux, vous allez voir. Tu as fait des croisières même libertines. Je ne savais pas que ça existait, c'est-à-dire qu'il y a plein de types de croisières. Tu as fait beaucoup de croisières de luxe. Là, je commence par ça parce que c'est ce qui nous avait marqué, je ne savais pas que ça existait. Tu as organisé des mariages sur des bateaux, des croisières de noces, vous allez voir. Tu as vu beaucoup d'infidélité, tu as fait des croisières à 200 000 € le ticket. Tu as empêché un homme de se suicider en sautant du bateau. Tu t'es pris un KO par un passager mécontent. Il se passe beaucoup de choses sur les bateaux de croisière. Pour ceux qui n'en ont jamais fait, on a du mal à imaginer, tu vois, ce qu'il y a à l'intérieur. En tout cas, juste, c'est quoi la différence entre, on entend toujours le mot la soirée du commandant, le commandant de bord et le directeur de croisière. C'est quoi la différence ? Alors, le commandant de bord, lui, il pilote le navire. Donc, il est responsable de l'entièreté du bateau et des passagers, de la sécurité et de la sûreté des passagers. Et le directeur de croisière, lui, va s'occuper de la vie à bord, de l'ambiance à bord du navire. D'accord. C'est pas un géo non plus. C'est-à-dire que c'est l'entièreté de l'ambiance. C'est pas juste aller chauffer les gens pour la soirée. Non, c'est vraiment capté, parce que comme sur un bateau de croisière, il y a parfois différentes nationalités. Il faut juger un petit peu les 2 premiers jours les passagers et en fonction de ça, faire un programme pour les passagers que l'on a à bord. Parce qu'on n'a pas même sur une même croisière qui fait plusieurs semaines le même itinéraire, les ambiances sont chaque fois différentes parce que finalement, ce sont les passagers qui font l'ambiance à bord. Je ne sais pas qu'il y avait autant de soirées à thème et autant de croisières à thème parce que la croisière, c'est génial. Moi, j'ai eu l'occasion d'en faire, on en parlera, je vous expliquerai ce que j'ai ressenti. Tu nous expliqueras aussi toi ce que tu as vu, mais juste pour comprendre, tu es né en Belgique. Oui. Tu es né à Eupen, c'est ça ? C'est une ville dans une communauté germanophone, donc j'ai fait mes études et mes activités sportives en allemand. Oui. Et après, comment tu t'es retrouvé à bosser sur un bateau, pour comprendre ? Alors, après avoir fait des études en Angleterre, et puis ensuite à Bruxelles, et puis ensuite à Madrid, j'ai travaillé dans le sud de la France, dans un grand domaine de vacances, où j'étais responsable de 3500 vacanciers internationaux. Donc ça, c'était bien pour apprendre un petit peu. Comme le Club Med, un peu ? Un peu, ouais. D'ailleurs, la compagnie m'avait envoyé au Club Méditerranée pour aller chercher quelques idées. Ah, c'est vrai ? Okay. Ouais, au Boucanier, en Martinique, c'était sympa. Et ensuite, j'ai eu l'occasion... Après, j'ai travaillé en Grèce aussi, comme responsable d'animation. Et puis ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler sur les bateaux. Et les bateaux, c'était toujours resté dans ma tête parce que quelqu'un était venu pendant mes études à Bruxelles et avait parlé justement du monde des croisières. Donc on va voyager, on va rencontrer des cultures différentes, des pays différents, on est payé pour voyager. Et moi, au plus elle parlait, au plus ma bouche s'ouvrait parce que je trouvais ça, c'est exactement ça que je veux faire, quoi. Putain, c'est fou parce qu'en fait, c'est vraiment une vie de voyage où tu fais que voyager. Exact. Alors tout le monde à la maison ou les amis pensent qu'on est en vacances quand on travaille sur des bateaux, mais non, on travaille beaucoup. D'ailleurs, je pense aussi que les personnes qui ont travaillé sur les bateaux sont les meilleurs employés une fois à terre, parce qu'ils ont l'habitude de solutionner des choses rapidement, parce que sur un bateau, ce sont des chaînons. Donc s'il y a un chaînon qui ne va pas, tous les autres sont obligés de travailler ensemble. On doit solutionner vite, et puis on s'est bossé ensemble, avec différentes cultures, différentes nationalités, différentes religions, et ça se passe très bien. En 98, première expérience pour toi. Ouais. On te propose une sorte de croisière sur un bateau avec Cuba. Oui, c'est quoi, c'est petit bateau, gros bateau? Alors c'était 800 passagers, et c'était
c'était un an après la sortie du film Titanic. Et donc la première chose que j'ai fait à bord du bateau, c'est que j'étais à l'avant du bateau, tout en haut. J'ai écarté les bras et j'ai fermé les yeux. J'ai dit ça y est, je suis à bord. Donc je réalisais un rêve en fait. Ouais. Comment ça se passe cette première croisière? Il y a tellement de choses à voir, à faire, à apprendre. La sécurité notamment. C'est important la sécurité. On va y sur les revenir bateaux. après sur le côté sécurité. Oui. Qui t'a fait peur, hein. Tu as eu plein de problèmes, des moments. Oui. Après, j'ai jamais eu. T'as jamais eu de bateaux qui ont coulé? Non, mais il y a des expériences qui marquent. Oui. On va en parler, parce que Oui. le but de cette émission, c'est de se dire la vérité. C'est pas de parler, tout est beau, tout est rose, des paillettes, ça c'est pas la vraie vie. La vraie vie, c'est il y a des choses cool et il y a des choses pas cool, et c'est de parler un peu de tout, quoi. Tu me raconteras après. Oui. Donc première expérience, tu aimes, c'est coup de foudre pour ce métier, ou au contraire, c'est pas dingue? Tout de suite, travailler avec des gens de nationalités différentes, de cultures différentes, apprendre à connaître, être invité aux soirées de la fête nationale indonésienne et manger indonésien, les soirées entre les membres d'équipage, les passagers, tous différents, des nationalités différentes, des histoires différentes, des gens qui ont des histoires mais magnifiques de leur vie. Et oui, ça m'a tout de suite plu. Et en plus, on voyage, donc on voit du monde, on voit du pays. Tu commences pas comme directeur de croisière? Non, je suis animateur, mais très vite, je fais la présentation des spectacles. Donc, je prends le rôle un peu de la directrice de croisière qui était en poste. Et ensuite, on m'a proposé le poste de directeur de croisière parce la compagnie avait 2 navires et il y avait 2 directeurs de croisière. Ils ont choisi ni l'un ni l'autre. Ils ont choisi l'outsider, le petit Belge jeune. Et donc, je faisais partie des plus jeunes directeurs de croisière à l'époque. T'avais quel âge? 26 ans, 27 ans. 26 ans. Ouais. Waouh. Ouais. Tu te retrouves à gérer 600 personnes. Oui, et puis surtout mon salaire qui monte d'une manière incroyable et j'avais peur de ne pas pouvoir réussir en fait. C'était quoi le salaire à l'époque à peu près? C'était 27 000 francs français, je crois. Ah oui, c'était beaucoup. Ben oui. Après, t'étais pas beaucoup à terre. Après, j'étais pas beaucoup à terre. Surtout que là, je suis resté, il y a une période où je suis resté 10 mois à bord et j'ai débarqué, j'étais une lavette, quoi. Parce que normalement, on est en 4-2, 4-2. 4 mois à bord, 2 mois à terre. C'est Maintenant, compliqué d'avoir une famille, quand même. Ah ben oui, de toute façon, il faut pas... c'est difficile d'aller à bord si on est en couple ou si on est... oui, c'est difficile. Tu nous parleras d'ailleurs de pourquoi tu as arrêté il n'y a pas longtemps, et ça a peut-être un rapport avec ça, justement, à un moment donné aussi. On te propose après des gros bateaux, on va y revenir. Combien ça coûte une croisière? Avant de parler d'anecdotes et de ce que tu as vécu, c'est combien un ticket pour une semaine? Il y a beaucoup de produits différents. Donc il y a des croisières qui commencent à, on va dire, 800 €. Après, il y a des croisières de 4-5 jours en Méditerranée aussi. Mais après, en général, une croisière, ça va faire 8 jours, 7 nuits. Mais moi, je dis que la période idéale, ce sera toujours 10 jours, 9 nuits. Ou même sur 15, aller sur 14 nuits, 15 jours. Mais il y a des voyages magnifiques. Après, il faut avoir le temps, il faut avoir l'argent. Après, il y a des tours du monde aussi, que je ne recommande pas. Mais ça, c'est vrai, pourquoi? Parce que j'en ai fait 2 et j'ai trouvé que c'est triste qu'à la moitié du tour du monde, plus de la moitié des passagers disent on en a un peu marre, quoi, c'est trop long. Ah ouais? C'est long en fait, c'est 3 mois et demi, 4 mois. Et c'est sur le même bateau, il y a 1-2 restaurants. Après, moi, j'ai jamais fait sur des bateaux de 2000 ou 3000 passagers. Donc, je l'ai fait sur des bateaux de 700-800 passagers. Et c'est pas facile, d'une manière psychologique et d'une manière de vivre en société, c'est pas facile en fait, parce qu'il y a des bagarres, il y a des choses qui se passent, il y a le vrai côté humain de chacun ressort en fait après un certain nombre de jours. C'est story, quoi, c'est enfermé. Oui. Et donc, je ne le recommande pas. C'est mieux de faire, par exemple, le tour des 3 Amériques ou bien de faire une partie du monde. Mais le tour du monde, il vaut mieux le faire en avion ou en petit voilier. Ou voilà. Mais pas... moi, je ne le recommande pas. Enfin, je parle personnellement de mes expériences. Voilà, c'est pas quelque chose que... Ouais, tu vois. Ce qui est intéressant, c'est que vu que tu bosses plus en croisière, t'es pas sous une marque en train de nous pousser. Là, tu dis la vérité. Non. Donc, ça qui est en plus, au mois d'août, mon contrat avec ma dernière compagnie vient de se terminer. À mon plus grande surprise et grande déception aussi. Mais bon, ça, c'est un autre sujet. Après, moi, je pense que les choses arrivent pour quelque chose. Je crois au karma et je crois que quelque chose d'autre va venir, puisque maintenant, je cherche d'autres clients, justement. Donc, je suis ouvert pour toute autre proposition de travail aussi, et dans un cadre international et multilingue, puisque je parle 6 langues couramment. Donc, tu parles quoi? Voilà. Alors, je parle français, allemand, espagnol, italien, néerlandais et allemand, je crois que j'ai oublié de dire. Donc, je peux faire cette présentation en français,
I could do this presentation in English. Ik kan deze presentatie ook in het Duits doen. Potrebbe fare questa presentazione in italiano. Putain, fort. Me gustaría, podría hacer esta presentación en español también. Qu'est-ce qui me manque? Néerlandais. Und ich könnte diese Vorstellung auch auf Deutsch halten. Ah oui, Il manquait l'allemand. l'allemand aussi, pardon. Voilà. Mais après, il y a d'autres langues que je parle, comme le grec, ou bien le japonais, ou bien je peux me présenter. Watashi no namae wa Frédéric desu, donc je peux ni hao, et puis se présenter un petit peu dans différentes langues. Hellenica, Catalavoligo. Donc il y a plusieurs langues comme ça, le portugais, etc. Mais moi, j'ai toujours aimé ce côté, justement, sur les croisières, c'est les passagers, chacun sa culture, chacun ses coutumes, et c'est très international, et c'est ça qui me plaît, en fait. C'est quoi la moyenne d'âge des clients sur une croisière? Alors, j'avais regardé avant d'enregistrer cette émission, et la moyenne d'âge mondiale, elle est à 46 ans. Après, en Asie et aux États-Unis, elle est moindre, parce que ce sont plus des bateaux, des plus gros navires où il y a plus une notion de fête et le prix est moins cher. En Europe, ce sera peut-être un peu plus culturel, peut-être un peu plus âgé aussi. En France, j'avais l'impression, avant d'en faire, que c'était beaucoup plus âgé. Pour moi, c'était un truc un peu de gens âgés. Alors que pas du tout, tu as beaucoup de familles, beaucoup d'enfants sur les bateaux, sur les gros bateaux. Hein. Oui, c'est un cliché qu'on peut avoir. On peut avoir les clichés du mal de mer, on peut avoir le cliché de s'ennuyer à bord du bateau aussi, on peut avoir le cliché de l'âge. Mais c'est pas un cliché, le mal de mer. Hein. Le mal de mer, sur un bateau, tu peux quand même l'avoir violemment. Même si sur les gros bateaux, ça bouge moins, en fait. Exact, mais après, c'est pas le bateau qui bouge, c'est la mer, donc on peut rien y faire. Donc donc c'est pas un cliché. Genre, si t'es malade, c'est vrai qu'il y en a qui ont peur de partir 10 jours et de se dire, attends, si je suis malade dès le premier jour, je vais passer 10 jours de vacances horribles. Oui, mais faut pas partir avec ça en tête, parce qu'il y a quand même pas mal de remèdes entre les médicaments et les choses. Je partais avec des gens malades qui n'ont pas été malades sur les gros bateaux, parce que ça bouge pas, quoi. Oui. On va parler d'une croisière unique. On va commencer à parler des détails de ce que tu as vécu et des anecdotes. C'est une famille allemande, un jour, qui te demande une croisière un peu unique. Est-ce que tu peux expliquer cette histoire? Ça, c'est fou. Alors, si je pense à ce dont on veut parler, c'est... Un voyage de 6 mois. Ah non, alors là, c'était un voyage à terre. C'était une passagère que j'avais rencontrée à bord d'un navire. Son mari ne voulait pas faire ce voyage avec elle, parce qu'elle voulait prévoir un voyage avec sa fille de 6 mois et une amie à sa fille, pour visiter tout le Pacifique. Et donc moi, je devais organiser tout le voyage, faire toutes les réservations d'hôtel, être le conducteur, être le garde du corps, être le guide. Et j'ai fait ça pendant 6 mois. Et c'était une expérience assez incroyable. On a fait toutes les îles du Pacifique. On a fait l'Australie, la Polynésie française. On a fait la Nouvelle-Zélande, la Tasmanie. Ça s'est terminé en Tasmanie d'ailleurs. Je ne sais pas si je peux raconter la fin. Mais... Ah bah on va tout raconter, j'espère. Et on a fait aussi la Papouasie-Nouvelle-Guinée. D'accord. On a dormi avec les tribus sur la rivière Sepik. On a été dans les Highlands. On a voyagé énormément. Oui. C'est incroyable. Et c'était des voyages extrêmes, parce que c'était une personne qui aimait bien les choses extrêmes. Donc on a fait des sauts d'hélicoptère, on a dormi sur la Grande Barrière de Corail, donc sur un ponton. On a fait du bungee, le bungee jumping là, sur la Nouvelle-Zélande. Sur l'élastique. C'est ça, où l'origine c'est du Vanuatu d'ailleurs. Sur l'île de Pentecôte, en fait, les jeunes se mettent avec des lianes au haut d'un pont et donc sautent et terminent à quelques centimètres du sol. Ah non, parce que c'est réservé à l'heure. Mais le bungee, oui, je l'ai fait en Nouvelle-Zélande, oui. J'adore ça. Attends, juste, tu pars sans le mari? Oui. Tu remplaces le mari finalement, comme un père de famille qui parce que Enfin, moi, j'avais dit dès le début, je n'y vais pas comme escorte, quoi. J'y vais comme... Ah non, mais c'est pas dans le sens ça, c'est ça. Je remplace le mari. Non, mais dans le sens, il n'est pas là, du coup, tu prends en charge la famille, donc sa femme et ses enfants. Oui, sa fille et une amie de la fille. Mais eux sont restés une partie, en fait, du voyage. Ils ne sont pas restés sur tout le voyage. Mais c'est pas facile, quand même, de faire le petit déjeuner, le déjeuner, le dîner avec la même personne tout le temps. Heureusement, c'était une chouette personne et elle me laissait quand même de la liberté. Elle me laissait quand même... le temps d'aller jouer au golf ou d'aller faire autre chose que j'avais... Oui, parce que sinon, tu es avec une cliente pendant 6 mois. C'est difficile. C'est difficile, ouais. C'est difficile, ouais. Mais après, c'est une personne qui est bouddhiste, qui est calme, qui aime bien le silence aussi. Donc, mais bon, quand on est dans les hôtels... Je me souviens que j'étais, par exemple, au Pacifique, j'étais dans un bungalow, parce qu'on avait chacun son bungalow. J'étais dans un bungalow de voyage de noces. En fait, tu es tout seul là-bas avec ton hamac, avec une super vue sur Aitutaki, dans les îles Cook,
Et tu te dis, mais voilà, j'aimerais trop partager ça avec une chérie, quoi. T'es pas avec ta femme, t'es avec une cliente. Ouais, et tu vois des endroits du monde qui sont absolument magnifiques. Et tu vis des expériences, par exemple, sur les Highlands en Papouasie-Nouvelle-Guinée, on était avec un guide local, et on arrive sur une route qui était barrée avec 2 troncs d'arbres. On paye pas. On nous tue à la machette. Donc, il y a des personnes en tribu qui arrivent, et de tribus qui viennent avec leurs machettes. Et le guide nous dit, tu ne n'ouvres pas la porte. Enfin, quoi qu'il arrive, tu n'ouvres pas la porte. Et donc, moi, j'étais à côté de la cliente allemande. Et donc, on a verrouillé nos portes. Et donc, le guide a payé. Et donc, on n'a pas eu de... Mais c'était un moment chaud, quoi. Et il raquette un peu les touristes. Et il raquette les touristes, les camions, etc. Ouais. Ah, waouh. J'étais dans une rivière pour chercher de l'or. Et puis, le guide m'a crié dessus. Il m'a dit, mais tu te rends pas compte, ils viennent avec des flèches, ils te tuent parce que tu es sur leur terrain, quoi. Moi, je voulais juste chercher de l'or, quoi, dans des endroits... Ah, la vache. Un peu... Oui, il y a quand même des voyages un peu dangereux, quoi. Oui, mais après, tu cherches ça. Moi, j'aime bien pousser un peu les choses. Hein. J'aime bien aller un peu plus loin dans la rue, tourner à droite, alors que j'aime bien aller un peu dans des endroits... Oui, t'aimes bien sortir un peu des sentiers battus. Il t'est arrivé aussi une histoire avec des crocodiles, des araignées, machin. Enfin, c'est quand même risqué, les voyages, de base. Oui, après, c'est toi qui te mets dedans ou pas. Donc, je veux dire, si on va dormir avec les tribus, sans eau, sans électricité, où la seule façon de te baigner, c'est aller dans la rivière, et après, on te dit qu'il y a plein de crocodiles au fond de la rivière, qui te regardent, il faut aller vite, en fait. Tu vas aller aux toilettes, il faut vite te rhabiller, parce que toute peau exposée, c'est les moustiques. Moi, j'ai dormi avec... Bon, après, j'ai un filet anti-moustique, mais au-dessus de moi, j'avais une énorme araignée qui était là tous les soirs avant d'aller me coucher, et tous les matins quand je me réveillais. Qui te regarde. Qui me regarde ou pas, mais bon, voilà. Après, il faut se dire, voilà, c'est la nature, voilà. Et puis, non, c'est des belles expériences. Là, pourquoi le mari n'est pas là pendant 6 mois? Parce qu'il travaille, et puis c'est pas du tout son truc. Ah, d'accord. Donc, il est parti en voyage avec sa femme, c'est pas son truc. Et bizarrement, je l'ai jamais rencontré, en fait. Donc, c'était un peu... Ouais. Donc, c'était... C'est quelqu'un de très riche pour payer un voyage de 6 mois. Alors déjà, elle a une position très importante dans une boîte à Munich. Mais oui, donc ouais, c'est des personnes qui ont des moyens, oui. Vers la fin des 6 mois de voyage, la femme va te faire une demande un peu étonnante. Oui, même très étonnante. Même très étonnante. En fait, c'est son anniversaire et elle me dit, j'aimerais bien que tu m'organises quelque chose d'un peu spécial, parce que j'ai jamais fait une DP, j'aimerais bien que tu m'organises une DP. Et je veux qu'un des 2 hommes, ce soit toi. Et là, j'ai dit non. Une DP, donc une double... voilà. Exact. 2 hommes en elle. Exact. Et donc j'ai dit que je voulais... Une DP, il a les initiales. Et donc j'ai dit que je voulais mon billet retour, et elle me l'a fait tout de suite, parce que je ne pouvais plus continuer ce voyage dans ces conditions. Oui. Ah, waouh. Ouais. Et te demande, mais genre, donc tu lui parles normalement comme une cliente, et un jour, elle te parle de ça. Oui, bah oui. Mais après, on avait des conversations spontanées, on parlait de tout, c'est pas ça, mais je voulais pas qu'on tombe là-dedans, quoi. Je voulais pas qu'on aille dans cette voie-là, parce que ça me salissait, en fait, je me sentais pas bien avec ça. Mais il voulait que tu en fasses partie? Ben oui, c'est pour ça. Ah oui, d'accord. Elle me dit, je veux que tu m'organises une soirée où je peux expérimenter ça, et par contre, je veux qu'un des 2 hommes, ce soit toi. Et j'ai dit, mais non, ça, non, il est hors de question, quoi. Et ouais. Ah oui, et du coup, moi, ça m'a coupé, donc moi, c'était fini. Tu avais quel âge, là? Trentaine d'années? En 2010. Ah oui, d'accord. Ah non, Ouais. c'était il n'y a pas si longtemps. Non, c'était en 2010. Et la dame était plus âgée? Oui. C'était une dame plus âgée? Oui. Pas forcément plus âgée, elle fêtait ses 45 ans, je crois, 46 ans. Ouais. Sur les gros paquebots de croisière, quel genre d'activité un peu folle il existe? Ou même si tu n'as jamais vu toi, mais est-ce que tu peux dire un peu ce qu'on peut trouver sur des gros bateaux? On peut faire, il y a des pistes de karting, il y a maintenant aussi des grands 8, donc comment on appelle ça, des grands 8 des roller coasters? Des roller coasters, voilà. Sur des bateaux? Ouais, bien sûr, ouais, c'est incroyable. Il y a des piscines avec des toboggans, évidemment, il y a des murs d'escalade, il y a des terrains de volleyball, de basket, ouais, il y a des spectacles magnifiques avec la base de l'eau. Il y a des pistes de patinage artistique, donc sur glace. Il y a plein de choses. Des patinoires. Ouais, il y a une patinoire, ouais, avec des spectacles magnifiques aussi. Hein. Sur les gros bateaux, les spectacles sont de grande qualité. Même le Cirque du Soleil faisait avec Celebrity, si je ne me trompe pas, faisait des spectacles. Si, moi je les ai vus sur MSC, je crois, non? Oui, non. alors, c'est pas avec Cirque du Soleil. Par contre, ils ont des spectacles de grande qualité, avec des magiciens, des chanteurs, des danseurs, des musiciens. C'est quoi l'activité la plus folle que tu as organisée, toi? Quand il y avait des personnes connues, un petit peu connues, qui montaient à bord, j'aimais bien leur organiser des petits plans un peu en privé.
par exemple, il y avait des journalistes ou des caméramans qui étaient là, la télévision, et donc je les amenais en Zodiac sur une petite plage, je leur donnais un talkie-walkie, je leur donnais une serviette, de l'eau, et je les laissais là pendant 1 heure pour qu'ils profitent en couple, quoi. Et voilà, je les ai amenés en Zodiac, j'allais les rechercher 1 heure après. Moi, j'aimais bien faire ça parce que voilà, c'est des gens comme les autres. Et puis voilà, et tous les journalistes les cherchaient, ils sont où, mais voilà. T'as eu des gens très connus sur le bateau ? Oui. Comme qui, par exemple ? Il y a de tout. Moi, j'ai commencé, il y avait des croisières théâtrales, donc il y avait Michel Galabru, il y avait Pierre Bellemare, Annie Cordy, il y avait... Après, j'ai eu pas mal de croisières. Moi, j'ai eu souvent Dave aussi, qui est quelqu'un d'extrêmement gentil. Il y avait Olivier Lejeune, que j'aime beaucoup, et puis Christian Morin, Michel Leb, enfin pas mal de personnes qui étaient vraiment très très sympas. Il y a, comment il s'appelle, Ed Sheeran, qui a conçu son enfant à bord d'un navire en Antarctique. D'ailleurs, il a appelé sa fille par le nom du bateau, donc Lyra, pour le Lyrial. Ah, il a appelé, c'est une fille ? Oui, sa première fille, c'est Lyra Antarctica, ouais. Ah, waouh, je sais pas, son prénom, c'est ça ? D'accord, oui, ok. En rapport avec la croisière sur laquelle il a conçu ? Le navire, le nom du navire, voilà, c'est ça. Incroyable, ouais. Ok. Oui, après, c'est des belles anecdotes. On a vécu des beaux moments, il y a des moments précieux. Mais encore une fois, quand on est à bord d'un bateau, les gens sont... Voilà, ils se prennent pas la tête. Et puis les gens sont respectueux en général. Hein. J'ai pas connu ça sur les gros navires, mais au plus le navire est petit et au plus le standard monte, au plus on les laisse tranquilles et ils peuvent vivre leur croisière tout à fait normalement. Un jour, tu files un micro aux passagers pour parler dans une conférence. Tu dis, tiens, si vous voulez monter, vous montez sur l'estrade et vous parlez chacun votre tour. T'as une petite galère ce jour-là ? Ben oui, parce que c'est une transatlantique où on a quand même quelques jours de mer et donc il y a des passagers qui disent, tiens, moi j'ai été scientifique, est-ce que je pourrais faire une conférence là-dessus ? Et donc je leur donne un slot de 40 minutes pour qu'il me parle un peu de ce qu'il va dire. Et puis donc il fait cette présentation. Et suite à cette présentation qui a beaucoup plu aux passagers, d'autres passagers viennent vers moi, dont une nutritionniste qui dit, ben voilà, moi j'aimerais bien faire une présentation sur ça. Et donc je l'introduis sur scène et puis elle commence à parler et moi je vais au bureau. Et puis, tu laisses je la laisse continuer parce que j'avais d'autres choses à faire. Et puis et donc, on m'appelle à la réception, parce qu'il y a 40 personnes à la réception, et en fait, elle a dit que tout ce qui est congelé est mort, et puis la première chose à faire le matin en se levant, c'est boire son urine. Et donc voilà, ça a fait une petite... parce qu'en fait, elle se promenait le matin, tous les matins, avec une bouteille qui ressemblait à du jus de pomme, mais donc on a tous compris ce que c'était. Et donc voilà, donc on apprend, tu vois, on apprend. Putain, c'est incroyable. Il y en a qui font vraiment ça. Oui, mais après, ça reste des exceptions, donc faut pas non plus... Incroyable. Est-ce que vous êtes déjà parti avec des passagers qui n'étaient pas encore à bord, qui sont perdus lors d'une excursion ? Est-ce que ça arrive, ça ? Oui. Alors, quand le passager prend une excursion avec le navire, donc réservé avec le navire et payé à bord, du coup, l'excursion, même si elle a du retard, le bateau va attendre. Par contre, si c'est une sortie libre, là, du coup, le bateau, il part. Donc, les gens qui courent sur le quai, on en a déjà vu. Dans ces cas-là, on laisse le passeport à l'agent et eux doivent nous rejoindre ou pas le port suivant, quoi. J'ai noté tous les types de croisières à thème qu'il existe dans le monde. Oui. Enfin, quelques-unes, mais il y en a déjà beaucoup. Tu viens de nous dire si tu as déjà fait ou pas, et si tu as des souvenirs, des bons, des mauvais, oui. Voilà, si tu veux bien. Est-ce que tu as déjà fait des croisières jazz ? Oui. Plutôt classiques, j'imagine. Oui, des classiques aussi. Musique classique. Croisière scientologue. La scientologie ? Oui. Alors, nous, on était sur un bateau à la Barbade, et à côté de nous, il y avait un bateau qui était exclusivement pour l'église de la scientologie. Mais moi, j'étais pas à bord, non. Croisière religieuse, avec casino fermé, danseuse en collant, etc. Oui, exact. Ça, tu as fait ? Oui, tout à fait, oui. Croisière bar mitzvah. Bar mitzvah aussi, ouais, très bien, bonne ambiance. Ouais. Ah ouais, c'est vrai. C'est génial. Ah ouais. Ouais, c'est super. Ouais. Bon, en fait, c'est ce qu'on appelle les affrètements. Donc, ce sont des charters, des personnes qui affrètent le bateau, qui louent le bateau pour des mariages ou bar mitzvah, bar mitzvah. Les croisières célibataires, est-ce que... Croisière célibataire, il y a aussi... Ça, tu as fait ? Oui, bien sûr. Mais c'est quoi ? C'est un peu comme le Club Med, dans les clubs un peu chauds du Club Med ? Le club chaud du Club Med, c'était avant. Maintenant, ouais, c'est un peu moins chaud. Mais je veux dire, oui, non, c'est juste pour s'amuser et puis éventuellement rencontrer quelqu'un. Mais il y a pire que ça. C'est-à-dire ? Il y a des croisières naturistes, échangistes, gays, lesbiennes. Tu l'as vu, ça ? Oui, je l'ai vécu. Oui. Alors, on a reçu un patron de Club Libertin, il n'y a pas longtemps, ici. Oui. Nous a raconté un peu, parce que c'est intéressant. Oui. Qu'est-ce que tu vois sur une croisière libertine ? Raconte-nous un peu comment ça se passe. Oui. Ma première approche, c'est quand il y avait un tournage de film X à bord.
Après, Lors de cette croisière-là? Non, c'était une autre. Donc c'était assez intéressant aussi à vivre. Mais la croisière libertine, en fait, il est strictement interdit de faire quoi que ce soit dans les parties publiques. Il n'y a qu'un salon qui est réservé à ça, et puis les cabines. Donc c'est vraiment un salon. Tout le reste, dans la piscine et tout, on peut rien faire. Donc c'est très très bien organisé. C'est comme les croisières naturistes, c'est très bien organisé. C'est-à-dire qu'en croisière naturiste, on ne peut pas aller au restaurant sans être habillé. Voilà, et puis il y a certaines règles importantes. Oui. Attends, tu dis soirée, machin libertine, enfin croisière libertine. Oui. Tout le monde n'est pas libertin à bord du bateau? Ou si, ils le savent quand même. Oui, c'est pas mélangé avec des familles. Ah non, c'est thématique. Et c'est en cachette dans des... Ah non, c'est thématique. Non, c'est thématique. Le bateau est pour ça. Oui. Et si on va même plus loin, sur les gros bateaux, 3000, 4000, 5000 passagers, il y a souvent des prostituées dissimulées en passagères qui viennent à bord, oui. Ah bon? Oui, bien sûr, oui. Elles se font pas mal d'argent quand même. Ah, wow. C'est un bon boulot. Puis après, il y a moi, j'ai connu sur des bateaux américains où il y a des Distinguished Gentlemen Hosts. Donc ça, ce sont des personnes qui font danser les femmes. Quand j'étais à bord, j'ai appris qu'ils faisaient plus que faire danser les femmes, mais que c'était payé sur le côté. À ma plus grande surprise. Oh là là. Il y en a des choses. T'as des prostituées qui sont sur le bateau en fausses clientes? Exact, oui. Et qui disent aux clients, voilà, moi c'est tant. Ben oui, c'est facile, quoi. Et toi, tu les repères ou pas forcément? Ben oui, c'est assez flagrant. En fait, c'est l'expérience qui fait aussi qu'on repère un peu les passagers et ce qu'ils font et qui ils sont. Ah ouais, c'est vrai. Oui. Incroyable. Il y a beaucoup de psychologie quand même. Et qu'est-ce que tu as vu dans une croisière libertine? Est-ce que tu as vu un truc qui t'a marqué? Non, moi j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de respect sur toutes ces croisières-là, beaucoup de respect, et même les croisières naturistes, et que ça se passe bien. Les gens sont heureux. Moi, ce qui m'importe en tant que directeur de croisière, c'est que les gens soient heureux. C'est faire rêver les gens et qu'ils passent un bon moment à bord. Il y a des activités libertines? Tu as des activités, des excursions, des machins. Est-ce qu'il y a des activités en rapport avec ça? Oui, il y a des conférences, par exemple, sur le tantrisme ou des choses comme ça. Et alors, c'est marrant parce qu'il y a une conférence d'1 heure où donc, on apprend les petits touchés un peu particuliers. Et après la conférence, on sait que tout le monde est assez... Donc on sait que le bateau va bouger, quoi. Non, je rigole. C'est quel âge de moyenne sur les soirées un peu comme ça? Il y a de tout comme âge. Il y a de tout, ouais. Les croisières naturistes, c'est peut-être un peu plus âgé aussi. Mais après, ce qui est bien, il y a 2 choses qui sont bien sur les croisières naturistes. C'est que de 1, on s'en fout du boulot des gens. C'est-à-dire que tout le monde est pareil. Et de 2, pour l'équipage, c'est génial parce qu'il n'y a pas beaucoup de bagages. À transporter, ouais. Ils n'ont pas beaucoup de bagages, les naturistes. Vous faites des excursions à nu? Oui, on en a fait. Ouais. Moi, j'ai fait de la plongée sous-marine avec eux, nus, c'est bien. Ou des excursions. Alors, on demande aux agents locaux, si par exemple une croisière au coucher de soleil en catamaran, on demande si on peut le faire, si les passagers peuvent être nus à bord. Et ouais, mais souvent, on a fait des promenades dans la nature, dans les Caraïbes aussi. Après, encore une fois, c'est bien organisé, donc ils ont tous un paréo très proche. Donc, pouf, ils peuvent vite... S'ils croisent des gens. Voilà, la règle aussi, c'est que dès qu'il y a, par exemple, le pilote qui monte à bord ou dès qu'on est à quai, tout le monde, hop, on fait une petite annonce, wrap-up. Donc, juste, tout le monde... Par contre, on avait reçu 2 semaines avant la première croisière naturiste que j'avais faite du bureau, on avait reçu un email qu'on a encadré, parce qu'en fait, il disait, pour des raisons évidentes d'hygiène, veuillez remonter tous les buffets d'1 mètre. Ah, c'est vrai? Et le commandant, il dit, bah oui, c'est pour que les Walilabou, ils aillent pas dans la salade. On en avait rigolé, ouais. Et quand toi, tu es directeur de croisière et qu'il y a une excursion nue, toi, tu restes habillé ou... Alors, bon, moi, je suis assez ouvert d'esprit, donc j'ai pas de souci avec ça. Cache bien son jeu. Hein. Mais oui, après, voilà, il faut... Mais souvent, on pose la question, est-ce que les membres d'équipage doivent être nus aussi? Non. Moi, j'ai connu un hôtel manager, un directeur hôtelier qui restait dans sa cabine toute la croisière parce qu'il disait, moi, j'ai pas signé ce contrat pour être avec des gens qui se promènent à poil sur le bateau, quoi. Encore une fois, c'est un affrètement. Donc, en fait, si une croisière, on a une croisière religieuse et la croisière d'après, on a une croisière gay naturiste, en quelques jours, quand même, ça change d'ambiance, quoi. Putain, c'est fou. Et tu as déjà organisé des mariages, on en parlait au début de l'émission. Oui. Est-ce qu'il y a un truc qui t'a marqué? Oh, beaucoup de mariages, ouais. Des mariages, c'est beau parce que c'est l'amour. Et moi, je trouve que c'est toujours magnifique, quoi, de pouvoir célébrer l'amour, que ce soit entre un homme et une femme, ou entre 2 femmes, ou parce que les croisières lesbiennes d'Olivia, par exemple, moi, j'ai appris beaucoup en tant qu'homme sur ces croisières-là. Et la cérémonie de mariage avec les violons au coucher de soleil, ça m'a fait pleurer, quoi, parce que je voyais de l'amour. Je m'en fous que ce soit 2 femmes.
c'était beau, quoi. C'était émouvant, c'était très, très fort. Mais il y a des mariages de deux personnes condamnées, je me souviens aussi, qui avaient tous les deux le cancer. Donc, on fait un renouvellement des vœux de mariage, en fait. Mais ce qui m'a marqué et qui était un petit peu complètement hors contexte, c'était un couple de Nord-Américains du Texas. Et on était en Polynésie française, donc on est sur l'île de Taha, une île paradisiaque. Et avec le commandant, on fait donc cette cérémonie de mariage d'un jeune couple d'une 30aine d'années. Et donc, au lieu des coupes de champagne, ils veulent des coupes de champagne mais avec du Coca-Cola dedans. Et ils demandent une autre coupe de champagne. Et pendant toute la cérémonie, ce Texan mâche du tabac et crache dans son verre de champagne. Et donc, au fur et à mesure de la cérémonie, son verre commence à se remplir de son crachat, en fait. Donc, c'est dégoûtant à voir. Et nous, on doit rester super sérieux dans une cérémonie qui se veut jolie, romantique et tout, et lui, comme ça, avec son verre de coca, champagne et tout, donc c'était un peu, dans ce décor magnifique, c'était un petit peu bizarre. Si tu as des couples sur un bateau, tu as des milliers de gens, centaines de personnes, est-ce que tu as déjà eu des couples qui ont eu des très très grosses embrouilles, où c'est vraiment parti en pugilat, avec quelqu'un qui a trompé sur le bateau, qui l'apprend, où ça casse des verres, des trucs, tu dois intervenir? Oui, il y a beaucoup. En fait, c'est un petit village, un bateau, donc il se passe beaucoup de choses. Et oui, malheureusement, voilà, c'est comme dans tous les jours de la vie, quoi. Il y a des choses qui se passent dans ce style-là. Moi, j'ai eu un passager qui était avec sa femme et qui a dit « il faut qu'on débarque ». Mais on était au fin fond du Groenland. Donc, en fait, il fallait prendre un petit bateau local, un autre bateau local, un hélicoptère et ensuite un avion d'Ilulissat pour qu'il puisse rentrer, quoi. Donc, ça lui coûtait super cher. Mais il dit « moi, je dois rentrer, sinon ça va être une catastrophe ». Et parce que c'était un jaloux, je crois même qu'il avait battu et tout. Et au médecin du bord, elle avait dit « non, je suis tombé ». Ouais, mais on vit beaucoup de choses. Parce que tu as beaucoup de clients désagréables sur les bateaux. Parfois, tu as des gens qui sont un peu énervés alors qu'ils devraient être un peu détendus en vacances. Oui, mais après, bon, ça, c'est la nature humaine. Mais en général, les gens sont bien. Ils sont heureux d'être à bord et tout, mais il y a toujours des exceptions. Il y a parfois des passagers pénibles, voire très pénibles. Et je crois que tu avais une anecdote par rapport à ça, justement, où tu as vu un employé sur un bateau, faire quelque chose d'assez drôle. Alors, c'était un directeur hôtelier. On avait un couple de passagers âgés qui étaient vraiment pénibles. Ils se plaignaient de tout, mais exagérés, quoi. Vraiment, vraiment, vraiment exagérés. Et ils étaient difficiles à gérer, et du coup, ça met une mauvaise ambiance. Les réceptionnistes qui se prennent les remarques dans la figure, etc. Donc, c'est pas facile, les serveurs, la cabinière et tout. Donc, ils étaient vraiment pénibles. Et j'ai vu ce directeur hôtelier s'approcher, il m'a demandé de l'accompagner, s'approcher des passagers. Et il a pris un maître de couture. Et donc, il s'approche d'eux, et il dit « Madame, monsieur, j'apprends que vous n'êtes pas content du service à bord et de l'équipage. Juste, je pense que vous exagérez un petit peu dans tous vos commentaires. Et donc, juste, je voulais vous dire quelque chose. C'est que ça, regardez, ça, ce maître, c'est votre vie. Ça, c'est ce qui vous reste. Essayez d'en profiter un petit peu. Bonne soirée. » Ça, moi, j'étais resté scotché, quoi, choqué, et à la fois, c'est à la fois génial et violent. Mais voilà. Mais c'était tellement mérité. Mais en fait, c'est assez imagé et réel. Mais oui, c'est triste, mais c'est vrai que ta vie, on imagine un maître. Mais oui. Bah, quand tu es très âgé, tu es sur. Mais oui. Voilà. C'est méchant, mais à la fois, il mettait une mauvaise ambiance, quoi. Et lui a trouvé ce. Ouais, ils étaient aigris et c'était pas agréable pour personne. Ouais. Non, parce que ça met une mauvaise ambiance sur un navire. C'est contagieux, la mauvaise ambiance. Et c'est exactement ça. C'est exactement ça, et c'est ça qu'il faut éviter. C'est ce qu'on disait tout à l'heure dans les cas que quelqu'un est un peu excité ou quoi, il faut tout de suite le calmer. Ouais. Comment ils ont réagi, le couple, un peu difficile? Ils n'ont plus rien dit après. Ils n'ont plus rien dit, mais je pense que ça les a calmés quand même. Hein. T'as eu quelqu'un aussi, tu te fais beaucoup draguer en tant que directeur de croisière. Est-ce que tu es un peu là, une target? Bah oui, parce que c'est quand même l'image du bateau, c'est la personne qui présente les spectacles, c'est la personne qui fait les annonces, donc on représente une image. Et avec l'uniforme qui va avec les épaulettes et tout, c'est vrai que ça peut aider. Mais oui, il y a déjà eu des rencontres, des belles rencontres aussi. Ouais. Et puis oui. Dans le personnel de bord avec toi, ils arrivent à rester fidèles, ou quand ils partent en mer, tu vois que ça se mélange un peu? Alors, moi, j'ai une petite règle là-dessus, c'est la règle des 6 semaines. C'est-à-dire que si on est un nouveau membre d'équipage et qu'on est en couple à terre, après 6 semaines, en général, c'est fini, quoi. C'est vrai? Ouais, après, c'est une règle générale, il y a des exceptions.
mais c'est difficile. Parce qu'on travaille beaucoup, on rentre pas à la maison. Hein, on est sur le bateau, donc on est dans sa cabine qu'on partage en général. On est loin de sa famille, de ses amis, on a perdu un peu ses repères, le premier contrat. Et donc, et puis il y a des gens de nationalités différentes. Il y a des beaux garçons israéliens, il y a des beaux garçons marocains, il y a des beaux garçons indonésiens. Et puis dans les filles aussi, c'est pareil. Donc en fait, il y a beaucoup de nouveaux, beaucoup de choses nouvelles. On est fatigué. On a envie d'avoir un câlin. C'est humain. Oui, bien sûr, bien sûr. Et après le câlin, ben voilà. Donc c'est pas facile, mais c'est pas impossible. J'ai connu beaucoup de relations à distance qui étaient possibles. Et des belles histoires. Toi, t'as réussi à rester en couple ? Oui. Oui. C'est pas facile. En étant libre, quoi. Alors moi, j'ai essayé ça, une relation ouverte comme ça, mais... Ça tient pas ? Non, c'est trop difficile. C'est trop difficile, ouais. Ouverte que de ton côté ou ouverte des deux ? Non, c'était les deux. Mais c'est pas. J'en avais parlé avec Yasmine, c'est la femme de Simon Lebon du groupe Duran Duran. Je me souviens qu'elle était à bord, c'est une ancienne mannequin. Et on parlait de ça justement avec elle et non, c'est pas facile. C'est pas facile. Et toi, t'as des enfants ? Alors moi, j'ai un fils qui a 13 ans avec une capitaine de danseuse que j'ai rencontrée à bord. Ouais. Qui est tombée du ciel. Bah, c'est elle qui gérait l'équipe artistique en fait. D'accord. C'est une personne absolument fantastique. On n'est plus ensemble, mais c'est une personne absolument fantastique et on est resté en très très bons termes. Tu l'as conçu à bord ? Non, il n'a pas été conçu à bord, non. Il a été conçu juste au retour de mon voyage de 6 mois, là, justement. Tu es déjà tombé sur des orgies à bord, tu disais à la préparation de l'émission. Ça t'est arrivé d'ouvrir des trucs et de voir plein de gens Oui. Ou alors, j'étais directeur de croisière et des années après, quelqu'un m'a dit « Ah ouais, sur ce bateau-là, je me souviens quand on organisait les orgies et tout. » J'ai dit « Moi, j'étais pas au courant. Moi, vous m'avez jamais rien dit, quoi. » Je dis « Non, mais attends, on pouvait pas le dire et tout. » Donc, ouais. Après, ça nous est arrivé aussi avec un maître d'hôtel. Je me souviens, on avait dit à une passagère américaine, oui, mais la passagère américaine, elle était intéressée. Elle disait, mais comment vous faites, vous êtes loin de vos amis, comment vous faites pour les relations intimes, etc. Et on lui avait monté l'histoire. On avait dit, mais en fait, tous les mois, le premier jeudi du mois, on a une cabine, une suite qu'on réserve aux membres d'équipage. On éteint la lumière, tout le monde rentre dedans et on ne sait pas avec qui on est. Et voilà, comme ça, au moins, on s'éclate et tout. Et quelques jours après, elle dit, alors comment c'était hier ? Mais comment hier ? Hier, c'était le premier jeudi du mois, et en fait, elle avait cru l'histoire. Et donc, avec le maître d'hôtel, on était mort de rire, quoi. T'as déjà des passagers qui te demandent justement des services sexuels, des escortes, des machins ? T'as des gens qui venaient te voir pour ça ? Oui, ça m'est arrivé en Asie, où un passager avait... C'est un navire de luxe, et le passager me demande de lui trouver une escorte, donc c'était au Vietnam. Et donc, voilà, je me dois de lui donner ce service-là, et donc je vais sur Internet, je vais lui sortir des adresses, et en sortant, sa femme est là. À côté de lui. Donc moi, je suis embêté. Je veux lui donner l'information, mais je peux pas. Et Frédéric. Et puis alors, il me dit viens. En fait, c'était pour eux deux, quoi. C'était pas que pour lui. Ah. C'était pour le couple. Ouais. Ok. Ouais. Après, j'ai eu des invitations pour justement des petits trucs comme ça en groupe ou quoi. C'est vrai que il y a des choses qui peuvent. Ça t'a rendu libertin un peu ? Alors moi, j'ai toujours été très ouvert dans ma façon d'être et tout. Et voilà, j'aime bien expérimenter des nouvelles choses et tout, mais non, ça n'a pas vraiment changé la. Oui, ça t'a pas fait. Oui. Non. Mais j'ai appris, dans les croisières gays et lesbiennes notamment, et j'ai appris beaucoup de choses. Sur moi-même, sur l'homme que je suis, oui. C'est-à-dire, ça t'a appris quoi ? Par exemple, la croisière lesbienne, je voulais savoir... Alors, on ne l'a pas encore dit, mais j'ai écrit un livre, en fait, sur toutes ces anecdotes, etc. Donc, il n'est pas encore sorti. Hein. Mais quand il sortira, je mettrai le lien en cliquant sous la vidéo pour que vous puissiez y chercher. Voilà, journal de bord d'un directeur de croisière. Et en fait, j'explique toutes les anecdotes. Mais parce que je notais au fur et à mesure, en fait, quand j'étais à bord, je notais les choses qui m'arrivaient aussi, des choses un peu plus personnelles, intimes aussi. Et je voulais savoir, en fait, si la faute était aux hommes. Pourquoi elles sont... Parce que dans le règne animal, si je ne me trompe pas, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de femelles avec des femelles. Et je ne comprenais pas à l'époque, et c'était il y a longtemps. Donc je me disais, mais qu'est-ce qui fait qu'elles sont ensemble ? Parce que certaines ont été mariées, certaines ont des enfants. Et donc, parler avec elles, c'était pour moi très intéressant en tant qu'homme. Est-ce que c'est la faute des hommes ? Est-ce qu'elles ont été déçues ? Je voulais savoir en fait, et donc j'avais plein de questions, et comme certaines étaient très ouvertes, on a pu parler, puis moi je renie pas mon côté féminin, donc j'y vais aussi, et je m'ouvre
Et voilà, donc j'ai eu mes réponses à mes questions et c'était très intéressant. Et c'est quoi tes réponses ? Justement, que c'est pas forcément la faute de l'homme, que c'est juste que ça arrive comme ça. Et encore une fois, quand on tombe amoureuse d'un homme ou d'une femme, voilà, c'est de l'amour. C'est ça qu'il faut voir. Tu t'es pris un KO par un passager. Tu t'es fait taper à un moment donné. Faut y aller pour prendre un KO. Enfin, déjà, je fais 1m94, donc voilà. Et donc, et le passager était plus grand que moi, c'était un Hollandais. Journée chaotique, jour 2 de la croisière. C'est le cas de le dire, ouais. Ouais, et en fait, le bureau avait très très mal organisé les excursions, et donc on se retrouve avec 300 passagers dans un salon qui n'avait pas de numéro, bref, et donc le passager me regarde et me dit vous trouvez ça normal ? Je dis non monsieur, et malheureusement j'ai fait ce petit sourire en disant mais non monsieur, vous avez raison, et je me suis pris une droite sans avoir terminé ma droite. Ah ouais, j'étais sonné, j'étais sur le sol, ouais. Et le commandant me dit est-ce que tu veux qu'on l'éjecte ? Parce qu'on peut le faire évidemment, il a tapé sur un membre d'équipage, de toute agression envers un membre d'équipage, le commandant a le droit de faire débarquer le passager. Et j'ai dit non, je veux juste parler avec lui, je veux juste qu'il s'excuse. Et le soir, on a pris un verre ensemble et ça a été, ouais. C'était quelqu'un de nerveux quand même, non, pour taper tout Non. Quelqu'un, non ? Mais moi, je le comprenais. Enfin, c'est un peu difficile de dire ça parce qu'il n'a pas le droit de me taper. Mais je comprenais qu'il puisse être énervé parce que moi, si j'avais été passager, j'aurais été très énervé aussi, ouais. Non, mais tu tapes pas les gens. Non, je sais. Mais s'il s'excuse, et il n'y a pas de souci. T'es très namasté, toi. Je suis très namasté. Je reviens de... Tu habites en Asie maintenant ? En Thaïlande, ouais, à Bangkok. Et je reviens j'ai fait une semaine de méditation avec les moines dans les montagnes. Donc c'est pour ça que tu es très... Silence. Oui, parce qu'en fait, moi je pense que tous les gens sont nés gentils, en fait. S'ils deviennent ce qu'ils deviennent, c'est à cause de l'éducation ou à cause de traumas qui leur sont arrivés. Et donc je suis plus à pardonner et à plutôt essayer de comprendre le comportement des gens. Pourquoi ? Qu'est-ce qui est arrivé à cette personne à être comme elle est ? Ou à se comporter comme elle se comporte ? Et j'aime beaucoup la psychologie, donc oui. Ça va avec le pardon ? Ça va avec le pardon, ça va avec... on n'est pas parfait. Quand tu pointes le doigt vers quelqu'un, tu as 3 doigts qui vont vers toi. Faut pas l'oublier. Pas mal, ça. Ouais. On a des préjugés parfois. Et quand on voyage, ça nous aide à ouvrir notre champ de vision. C'est bien ça. T'as des passagers qui arrivent avec de la drogue parfois sur le plateau. Sur le bateau, t'as eu des problèmes avec ça ? Oui. On a eu de la cocaïne, donc on a dû mettre une petite note dans les toilettes en disant, parce que le bateau si on a un contrôle, le bateau est arrêté. Et ouais. Et d'un autre côté, j'ai eu en fin de croisière sur une compagnie américaine où un couple avait de la drogue dans sa cabine et le commandant avait dit non, on ne fait rien, parce qu'il reste 2 jours de croisière, on ne fait rien. Et en fait, il m'expliquait cette histoire qu'un jour, ils avaient des passagers qui avaient de la drogue, de la cocaïne. La police est venue et en fait, les passagers savaient que les membres d'équipage avaient repéré, ils ont mis du sucre à la place. Et donc la compagnie a eu une amende mais incroyable à cause de ça, justement. Il y a des vols sur le bateau de croisière ? Oui, malheureusement, oui. Alors en général, ça se passe très bien, il y a un climat de confiance, les cabiniers ne volent jamais. Les cabiniers ne volent jamais parce qu'ils perdent leur boulot et ils le savent très bien. Donc moi, j'ai eu des staff captains, des commandants en seconde qui avaient volé, des responsables de la gouvernante qui volaient aussi, et on a des coffres-forts aussi, ouais. Mais ça reste des exceptions. Les maladies, est-ce que tu as eu des gros problèmes avec des maladies ? Tu sais, on a entendu parler du Covid en 2020, et les bateaux de croisière qui étaient enfermés parce que si tu en avais un qui l'avait sur le bateau, c'était la cata. Oui. Est-ce que tu as connu des grosses épidémies d'autres maladies ou du Covid ? Oui, c'est des virus. En général, c'est du norovirus. Donc là, on est obligé si on a un certain nombre de passagers, en fonction du nombre de passagers total, on doit prendre des mesures. Et donc, des mesures d'hygiène, notamment fermer toutes les toilettes publiques. Donc on ne peut juste aller aux toilettes que dans sa cabine. On doit nettoyer, désinfecter toutes les rampes régulièrement. Et puis s'il y a un pourcentage X par rapport au nombre de passagers, là on arrête le bateau. Et tu as eu un problème avec une tempête un jour. Est-ce que tu peux nous raconter la fois où tu as eu le plus peur dans ta carrière de directeur de croisière en mer ? Où moi j'ai eu peur. Moi, il y avait un épisode qui était assez
poignant, c'est de voir des passagers couchés à plat ventre avec leur gilet de sauvetage à la réception, en criant, en disant « je veux mourir », parce qu'ils ne supportaient plus le mouvement du bateau. Et c'est une image qui est assez forte, parce que en fait, on a encore 1 jour et demi de mer, et comment est-ce qu'on va gérer les passagers, quoi ? Et heureusement, le médecin, dans ces cas-là, il peut... Alors, tout le monde rigole quand je dis ça, mais il peut les piquer, quoi. Il peut les calmer. Il peut les endormir. Ah, avec un peu de... Voilà. Mais c'est ce qu'il faut faire. Hein. Ah oui. Quand quelqu'un est vraiment malade ou vraiment... ouais. Parce que, ouais, après, la panique, c'est quelque chose qu'on nous apprend quand on fait les cours, justement, avant d'embarquer sur le bateau. On doit suivre des cours de sauvetage, contre le feu, de crisis management, donc crowd management, toutes ces choses-là. Et on nous dit, la panique, ça peut aller très vite. Donc il faut calmer les choses. Il faut calmer, isoler les personnes. Et voilà, donc ça, c'est une partie aussi du travail où les passagers ne s'en rendent pas compte, mais il y a beaucoup de travail derrière quand même. Toi, tu as eu une voie d'eau déjà, un début d'incendie, tu as eu un problème? Incendie, oui, incendie. Ce qui est très grave en mer. Alors c'est marrant parce qu'on est entouré d'eau et le pire c'est le feu sur les bateaux. Oui, incendie et on était sur un navire. Alors c'est marrant et c'est pas marrant parce que on est en pleine soirée carnaval. À l'époque, on organisait une fois par croisière une soirée carnaval. Moi j'étais en Écossais, le micro en main au bord de la piscine et là il y a un passager qui me dit Frédéric, regarde à la cheminée, là il y a de la fumée. Bon, parfois il y a des gros trucs de cheminée là, ça arrive. Après il y a des flammes. Donc le passager dit mais regarde, il y a des flammes. En une fois, tout le blackout, plus d'électricité, donc mon micro qui marche pas. Heureusement, il y a un mégaphone sur le côté, donc je dis à tout le monde, écoutez, et tout. Et en une fois, le commandant était français, mais le reste de l'équipage était ukrainien et russe. Et donc là, c'était l'annonce. Et il n'y a pas de traduction après, alors que normalement en sécurité, la langue anglaise est la langue de la sécurité sur les bateaux. Donc il faut que ce soit en anglais, mais il n'y avait pas en anglais. Et donc moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et donc, je me retourne et je vois Marcus, directeur du restaurant, Homo, et il me regarde, et je me souviendrai toujours, il me fait « The kitchen is burning !» Et j'ai adoré, quoi. Parce que moi, en écossais, lui, arrivé « The kitchen is burning !» Marcus et tout. C'était... Bon, on avait des feux dans la cuisine et tout. Il y avait... Quand on est rentré, tous les membres d'équipage étaient déjà prêts en truc, mais on n'a pas dû évacuer. Mais ça, moi, la sécurité à bord des bateaux, je fais pas de blague avec ça. J'ai jamais fait de la blague avec tout ce qui est sécurité. Parce que quand on sait ce qui peut arriver, on sait que c'est quelque chose de sérieux. Donc, les membres d'équipage, régulièrement, plusieurs fois par semaine, ils ont des drills, ce qu'on appelle des drills, des exercices, que ce soit contre les bombes, que ce soit contre le feu, que ce soit contre les voies d'eau, la pollution, etc. Hommes à la mer, etc. Et là, je pense qu'il faut prendre les choses au sérieux, quoi. La sécurité, on rigole pas avec ça. C'est pour ça que tu n'es pas parti sur les gros bateaux, très gros bateaux. Alors c'est pour ça que j'ai arrêté les gros bateaux. Parce que les gros bateaux, c'est génial, parce que c'est facile en tant que directeur de croisière. En fait, tout le monde suit, et tu as tellement de personnes sous ta direction que à partir du moment où les N-1 sont bons, tout le reste est facile, quoi. Toi, tu as juste à faire tes annonces et à présenter, et voilà. T'es l'image, et c'est les autres qui bossent, quoi. Enfin, je caricature, mais c'est ça. Et en fait, comme le commandant... Si on est sur des navires internationaux, le commandant fera l'annonce de sécurité en anglais, et puis le directeur de croisière le fait dans les autres langues. Ça veut dire que si je me trompe dans une langue, si je dis bâbord au lieu de tribord dans une langue, pour l'évacuation, j'envoie à la mort 300, 400 passagers, ou 500 ou 1000 passagers. Et donc ça, je ne pouvais pas vivre avec ça. Et je préférais les petits bateaux où il n'y a pas le nombre, mais il y a la personne. Et donc on peut donner un service personnalisé, et c'est beaucoup plus intéressant humainement. Comment t'as sauvé quelqu'un du suicide sur un bateau? Il y en a eu quelques-uns, mais... Alors, il y a une chose qui est assez intéressante, c'est que, bon, à part les pendaisons, qui sont assez souvent pour les membres d'équipage, sauter à la mer est une autre option. Parce que la nuit, c'est une aiguille dans une botte de foin, quoi. On saute la nuit... Mais oui, c'est haut, les bateaux. Mais ça peut être haut, voilà. Mais... Ouais, après, maintenant, il y a de plus en plus de caméras. Donc, sur les côtés, notamment, on voit les personnes qui tombent ou qui ont été poussées du balcon. C'est arrivé, toi que Bien sûr. Des gens qui sont poussés par quelqu'un d'autre? On ne sait pas s'ils ont été poussés ou s'ils ont été déséquilibrés. C'est pour ça que si on veut... si on invite son épouse ou son époux sur un bateau, c'est un peu facile. Je ne vais pas vous donner des mauvaises idées, mais c'est facile, quoi. Non, mais il y a des caméras maintenant, et puis il y a des rondes. Il y a des rondes quand même, donc voilà. Et puis, il y a quand même une chose très intéressante, c'est que les personnes qui vont sauter par-dessus bord, volontairement, pour se suicider, vont enlever les chaussures.
Et donc à partir du moment où on voit, parce qu'il y avait une histoire en fait avec un couple d'Allemands qui était en voyage de noces, où le mari, en pleine nuit, le commandant est appelé parce qu'il est à l'arrière du navire et le mec de la sécurité dit il est prêt à sauter, quoi. En fait, le commandant a dû y aller pour lui dire, pour parler avec lui, mais en fait, son épouse était tombée amoureuse d'un membre d'équipage, d'un barman, et donc lui, il était dépité, quoi. Il voulait sauter. Et le commandant a réussi à le tourner, donc à changer de position, donc qu'il soit au bord, près de la balustrade. Le commandant a pris sa place pour ne pas qu'il saute, et il a réussi à l'en dissuader, en tout cas. Pourquoi ils enlèvent leurs chaussures avant de sauter ? C'est comme ça, c'est humain, je sais pas. Donc si on est sur un bateau et qu'on voit des chaussures au bord de la rambarde, on sait que c'est pas un bon signe. Ouais. Après, j'ai eu un autre membre d'équipage de mon équipe en Asie, justement en Thaïlande, sur la mer d'Andaman, qui a sauté. Et ouais, parce qu'il avait été viré. Moi, je venais d'arriver à bord, il était viré. Et il s'est enfilé une bouteille de vodka et il a sauté par-dessus bord. Mais heureusement, du bar, un passager hollandais et français, on l'ont vu. Donc ils ont dit au barman, "Man overboard, someone jumped." Et puis le barman, il dit, ouais, c'est ça. Ouais. Et non, il avait sauté, quoi. Mais c'était la nuit aussi. Vous l'avez retrouvé ? On l'a retrouvé, mais c'était chaud comme tout. Moi, c'était une expérience qui m'a traumatisé pendant pas mal de nuits parce qu'il était dans l'eau. Donc on fait la manœuvre de Williamson, on essaye de le retrouver à partir du point GPS, du dernier point GPS. Et puis, moi, j'ai le spotlight, donc on a des lumières, des grosses lumières, comme ça, des grosses spots sur des projecteurs. Voilà. Et donc, on fait comme ça. Et puis on l'entend crier à la mort, mais on n'arrive pas à le repérer. Et c'est chaud, hein, parce que le cri est horrible. On n'oublie pas. Ouais. Le cri, on n'oublie pas. Ouais. Et en fait, il y a une fois où avec la lumière, je passe et on voit le bras, mais après, on le voit plus. Et après, pour le retrouver, c'est chaud, quoi. Enfin, c'est dur, quoi. Il a survécu. Et alors, on a réussi à le trouver quand même. On l'a repris sur le Zodiac. Et alors, il m'a fait ce discours dans la cabine. On l'a mis dans la douche tout habillé. Et il a fait ce discours dans la cabine en disant Frédéric, parce qu'il était bourré, hein, il s'était enfilé une bouteille de vodka avant. Et il me disait, j'étais pas seul dans l'eau. Il y avait quelqu'un à côté de moi qui disait, tu vas voir, on va nous sauver, etc. Et il me poussait hors de l'eau. Et quand j'avais lu, parce qu'il y avait un commandant qui m'avait donné beaucoup de livres de marins, des anciens marins, etc. Ça, c'est revenu sur les gens qui ont été sauvés en mer, justement. Il disait qu'il y avait une force dans l'eau qui les faisait rester à la surface. Et pas... ouais. Mais c'était une expérience assez traumatisante. Et le lendemain, donc, on le laisse à Phuket à l'aéroport et je devais l'accompagner à l'aéroport et je lui ai donné un morceau de papier avec 3 numéros de téléphone, le passager français, le passager hollandais et le commandant. Et je dis, tiens, ce sont les 3 personnes qui t'ont sauvé la vie, t'en fais ce que tu veux. Ah, fort. Ah oui, donc ça arrive quand même souvent, ça. Oui. Tu vois, c'est une question... Oui, mais c'est dramatique, hein, les décès à bord, c'est... Toi, tu as eu des décès... Beaucoup. Même... Ah, c'est vrai ? Quand j'en parle avec des commandants, j'en parlais encore récemment avec un commandant, il me dit, moi, j'ai jamais eu un décès à bord. Je dis, quoi ? Je dis, c'est un commandant expérimenté quand même. Il dit, moi, j'ai jamais eu un décès à bord. Je dis, quoi ? Mais moi, j'en ai eu plein, quoi. Tu veux dire de clients ou de... Les deux. Les deux ? Les deux, ouais. Mais moi, beaucoup de clients, ouais. Mais des décès parce qu'ils chutent, ils s'étouffent, il y a des... Oui, ou des fins de vie aussi, ou des accidents, ou des crises cardiaques, ou bien des complications, oui. Ah, wow. On est au cocktail du commandant, et une passagère, boum, elle tombe, et on peut rien faire. Décédée tout de suite ? Ben oui, on essaye de la ranimer sur place, mais après, on doit l'amener à l'hôpital... Ou le matin à la Barbade, il y a un bagage qui est sur le quai. Et moi je dis, mais quel est encore le passager qui a oublié son bagage, quoi. Et puis Frédéric, tu peux venir ? Et là, je savais ce que c'était, quoi. Donc dans la cabine, le passager, il était mort sur son lit. Parce qu'il faut faire les bagages la veille du débarquement, c'est plus facile pour le débarquement, etc. Oh. Et tu as eu une dame qui est décédée dans la piscine. Une autre sa famille qui venait fêter ses 80 ans, je crois. Ah oui, qui est tombé. Ouais, on était à Tahiti et c'était une famille nord-américaine qui venait pour donc c'était 3 générations, donc avec les grands-parents, les parents et les petits-enfants. Et ils sont une quinzaine des États-Unis et ils viennent fêter les 80 ans du papa pendant 7 jours de croisière. Et à Bora Bora, le jour de son anniversaire, le jour de ses 80 ans, sur le jet ski, il décède. Et donc la croisière tourne en croisière de famille, d'anniversaire, hein, et ils ont décidé de rester à bord. Et donc tous les jours, ils faisaient une messe et tout. Et, avec le corps et tout, oui.
Non, le corps, on peut le... Alors, il y a des morgues à bord des bateaux. Ce que j'allais dire, qu'est-ce que tu fais quand il y a un décès du corps? On a des morgues à bord des bateaux. Au milieu de l'Atlantique, tu fais quoi? On a une morgue, donc on met le corps dans la morgue et puis on attend le prochain quai pour le débarquer, oui. Waouh. Mais après, moi, j'ai eu des décès d'un homme, et puis la dame, je lui dis, mais écoutez, on va organiser votre débarquement, l'hôtel. Ah mais non, mais moi je débarque pas, je continue ma croisière. Hein. Non, c'est pas vrai. Ah ouais, si, on voit des choses, mais incroyables. Hein. T'en as qui perdent leur conjoint et qui continuent la croisière. Ouais. J'ai eu un décès où des mois après, on nous appelle en disant, tu te souvenais ce qu'elle portait? Parce que son compagnon lui a volé ses bijoux. Je me souviens, elle était morte devant nous, il y a Patricia, une Portugaise, qui était à l'accueil, et moi, la relation client et moi, et puis donc elle est morte devant nous, quoi. Et puis c'est bien, parce qu'enfin c'est bien. Nous, on est là, on prend la main, on essaye d'être là, quoi. On essaie d'être humain et tout. Et puis 3 mois après ou 2 mois après, on nous demande, tu te souviens les bijoux qu'elle portait, parce que la famille réclame et tout. Et elle était un compagnon, pas son mari, qui avait rien à foutre qu'elle soit morte d'ailleurs. Mais incroyable. Ouais, il a pris ses bijoux. Et il lui aurait pris ses bijoux. Mais Patricia, elle s'en souvenait. Moi, je m'en souvenais pas. Mais elle se souvenait exactement de tout ce qu'elle portait comme bague et comme bijoux et tout. Ouais. Et la morgue, parfois, ça sert à mettre des bouteilles, ça sert de frigo? Non, c'est juste qu'un jour, on a eu sur un bateau... ça, c'était une situation incroyable aussi, parce qu'il y a une passagère qui décède. Et on est à 3 jours avant d'arriver à Tahiti. Et donc, on me dit, le corps, il est où? Dans la baignoire avec des glaçons. Dans la baignoire de sa cabine. Et j'ai dit, mais pourquoi? Mais non, mais dans la morgue, la morgue, elle est occupée. J'ai dit, comment la morgue, elle est occupée? Oh non, on a toutes les boissons des membres d'équipage dans la morgue. Ah, j'ai dit, non, mais c'est pas possible. Ils ont mis des glaçons dans la baignoire? Non, les boissons. Oui, non, mais donc du coup, ils ont mis des glaçons dans la baignoire. Mais oui, alors moi, j'avais mis des... Ouais, donc ouais. Et du coup, t'as fait enlever les 3 bouteilles de Bélez et tu as mis le corps peut-être à la place? Non, même pas. On a gardé le corps dans la baignoire avec des glaçons. Ouais. Et combien de temps? Les 3 jours, ouais. Mais elle était toute seule, cette personne qui était décédée? Oui, elle était toute seule. Ouais. Elle était toute seule. Après, il faut faire les bagages des personnes décédées. Je devais fermer les yeux. J'ai dû annoncer le décès aussi de quelqu'un qui était mort en plongée sous-marine. Et donc, moi, je regarde sur ma liste de passagers, j'espère qu'il voyage seul et tout. Et je vois le nom de l'épouse. Et on me dit qu'elle est à bord. Et donc, j'ai dit au commandant, bon, commandant, vous y allez? Non, je préfère pas, vas-y, Frédéric. Et je dis, bon, allez. Bon, madame, est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Et puis, dans la bibliothèque, je lui ai annoncé, quoi. Ouais, c'est oui, annoncer à quelqu'un que l'autre est décédé, quelqu'un à l'extérieur est décédé, c'est ça? Ouais, c'est pas facile. Mais on apprend, hein. On apprend sur l'humain et tout. Après, c'est bien quand on est au large la nuit, je monte sur le pont et je crie un bon coup. Comme ça, Tu décharges? Ouais. Et j'avais une infirmière des Philippines avec qui on avait vécu sur l'espace de quelques mois pas mal de cas difficiles. Et elle m'avait écrit une carte postale en me disant, alors qu'elle était à bord, elle m'a écrit une carte postale, merci pour le support, Frédéric, que tu me donnes. Et franchement, on s'est pris dans les bras, on a tous les deux pleuré et tout, parce qu'on vit des choses qui sont dures, d'une manière de l'émotion aussi. C'est bizarre, l'histoire de la morgue avec les glaçons, quand même, c'est fou. Ouais. Pas très respectueux. Mais c'est exceptionnel encore, hein. C'est des histoires. Ce que j'explique, ce sont des choses... oui, qui arrivent. Voilà. T'as une cabine maudite, ça c'est fou. Ah ouais. Alors ça c'est fou. Comment t'as vu que c'était une cabine maudite? Parce que c'est quand même pas... Alors, personnellement, moi, j'ai été élevé dans la religion catholique. Après, maintenant, je vais être plus... j'étais beaucoup athée, mais après, maintenant, je vais être plus dans le bouddhisme. Mais souvent, à bord des bateaux, on avait aussi des prêtres. Et donc, ils font la messe de dimanche, ou quand il y a des fêtes religieuses, ils font des trucs. Moi, j'ai toujours beaucoup de respect pour les religions. Hein, je trouve que ce qui est très important, c'est justement le respect de la croyance de chacun. Et dans ce cas-là, sur un espace de 8 mois, dans la même cabine, il y a 3 décès. Alors, 1 décès dans la cabine et 2 décès de hospitalisation, mort à l'hôpital. Et donc, je dis au prêtre, il faut... Qui partent de cette cabine? Dans la même cabine, qui était en face de la mienne en plus. Et donc, je dis, il faut faire quelque chose, je dis au prêtre. Il faut que vous fassiez quelque chose dans cette cabine, c'est pas possible. C'est pas normal qu'il y ait 3 décès en l'espace de quelques mois dans la même cabine. Et il est venu, il a nettoyé la cabine? Alors oui, il a fait quelque chose, ouais, mais après, moi, je le laisse, hein, je veux pas... je le laisse faire ce qu'il a à faire. Est-ce que ça gagne bien un employé
qui va travailler sur une croisière, pour ceux qui ont envie de faire un peu comme toi, pas forcément directeur de croisière, mais est-ce que les salaires sont plutôt bons en mer? Oui, mais après on travaille beaucoup. Donc quelqu'un qui habitait aux 35 heures en France, il va pas accepter de travailler autant à bord du bateau, parce que c'est 7 jours sur 7. Les contrats sont de 2 mois, 4 mois, 6 mois, 8 mois. Les salaires commencent à $800 américains sur les plus gros bateaux, les postes, je ne vais pas dire les plus bas, $800 c'est pas juste, par mois. Par mois? Ouais. Et puis ensuite, pas un gros salaire, ça. Et après, ça. Oui, mais si on est des Philippines, ah oui, d'accord. on fait vivre 3 familles avec ça. Ah ouais. Après, il y a les pourboires aussi, donc voilà. Ce qui est bien sur les navires, c'est qu'en fait, ce que j'ai appris aussi par la suite quand j'ai débarqué, c'est que qu'on soit un homme ou une femme, on est payé pareil. Donc on est payé pour le poste. N'importe quelle nationalité, homme ou femme, on est payé le même salaire. Tu peux gagner combien en tant que directeur de croisière sur un... Tu vois, si ça a donné envie à des gens de faire ce métier-là, combien tu peux espérer? Directeur de croisière, entre 5 000 et 14 000. Sur des gros bateaux? Ouais. C'est forcément sur un gros bateau que tu vas gagner plus, ou sur des bateaux luxueux que tu vas gagner? Ça dépend. Ça dépend de ton expérience aussi. Ça dépend de ton expérience, oui, de ce que tu fais, des langues. Oui. Tu disais que tu faisais des photos avec les passagers, tout le monde te donne une petite photo avant de partir en souvenir. Oui. Tu dis que tu mets toujours tes mains en avant. Ah oui, mais ça, c'est sur les compagnies nord-américaines qu'on m'a appris ça. Enfin, sur les compagnies nord-américaines, tu ne peux pas être dans un ascenseur avec une femme seule. Donc moi, je dois sortir. Tous les officiers doivent sortir. C'est demandé dans les règles. C'est dans les règles, oui. Et par exemple, quand tu fais des photos, tu dois montrer tes mains, tout le temps. Donc les mains sont devant, visibles. Parce que sinon, si tes mains ne sont pas visibles, elles peuvent te mettre en justice. Il faut savoir que sur les bateaux américains, si tu vas à Fort Lauderdale ou à Miami, à la sortie du bateau, tu as plein de lawyers, tu as plein d'avocats qui sont là pour te défendre, quoi. Pour chercher la petite bête pour que tu gagnes de l'argent. Ah ben oui, mais ça, j'ai connu grâce aux compagnies nord-américaines. Puisqu'il faut faire attention à ce qu'on fait, quoi. Si vous avez trouvé un truc sur le bateau qui vous a pas plu, tu peux attaquer, machin, t'as glissé sur Je te donne un exemple. Sur un bateau nord-américain, je suis au restaurant, je dîne avec des passagers, et 2 tables plus loin, il y a un passager qui fait une crise cardiaque. Moi, je me lève, je vais à côté, et je dis, le médecin va arriver, etc., etc. Eh ben, le lendemain, j'ai été convoqué par le staff captain qui m'a dit, tu ne pouvais pas faire ça, tu dois rester à ta place. Parce qu'on peut dire que tu prends... Et je dis, mais moi, je suis humain, je vais là parce que je suis humain, il y avait sa fille à côté. Moi, je me dois d'être là en tant que directeur. Non, tu dois pas être là parce que ça peut se retourner contre toi, contre la compagnie. Je dis, ça, c'est pas my cup of tea, quoi. Ça, c'est pas ma tasse de thé. Ça, je veux pas. Et j'ai arrêté de travailler pour eux pour ça, quoi. Ah ouais, c'est très protocolaire. En plus, sur ce bateau-là, je devais faire les messes. Alors, une messe interdenominational service, donc qui est pas sur une religion principale. Mais moi, j'aime pas jouer avec la religion. Donc, j'aime pas faire le show pour faire une messe le dimanche. Donc, je refusais de le faire. Mais je trouvais toujours quelqu'un, un passager, qui était prêt à le faire, qui était soit prête, et je lui donnais le texte et il le faisait. Tu as eu 2 moments touchants, pour terminer, qui t'ont marqué sur les croisières. Une avec une dame et des cendres, si tu peux expliquer. Oui, ça c'était un super beau souvenir. On était entre Marseille et La Goulette, en Tunisie, et cette passagère avait justement l'urne qui contenait les cendres de son mari, et elle voulait les jeter à l'endroit exact où elle avait rencontré son mari à bord, lors d'une traversée entre la Tunisie et Marseille. Et donc, alors dans ces cas-là, avec les cendres, on doit faire attention au vent. Donc le commandant doit... Et on était à l'arrière du bateau. On avait fait venir le violoniste aussi. Et donc, elle a versé les cendres dans le truc. C'est la seule qui souriait. Le commandant, le musicien et moi, on pleurait tous les 3. Et c'était la seule qui souriait, quoi. C'est vachement émouvant, en fait. Et elle était contente de faire ça, ouais. Tu voyais qu'elle était contente. C'est beau, en fait, hein. Ouais. Tu as une autre histoire aussi avec un couple dont le fils est décédé à la guerre, en Afghanistan. C'est une de tes plus belles aussi, un de tes moments les plus touchants que tu as vécu en croisière. Oui, parce qu'on est donc en Asie, et le couple nous dit, voilà, notre fils est décédé à la guerre il y a 1 an en Afghanistan, et on aimerait bien, si vous avez encore une lanterne asiatique, pouvoir donc lancer cette lanterne la nuit, enfin le soir, pendant le repas, parce qu'on veut que ce soit intime, etc. Et donc, encore une fois, le vent, là c'était un voilier, donc on est obligé d'orienter le bateau. Moi, j'avais peur que la lanterne, avec la bougie, brûle le papier et tout. Finalement, on se met à l'arrière avec le commandant. Il fait nuit, on est juste tous les 4, avec le couple, le commandant et moi. Et cette lanterne part vers le ciel. Et
Et moi, au fur et à mesure que la lumière monte et va de plus en plus vite, je me dis chouette, quoi, ça se passe bien. Et puis la lumière devient de plus en plus petite, de plus en plus petite, de plus en plus petite. Puis c'est un tout petit point qui va disparaître dans la nuit noire et tout. Et puis en une fois, on la voit plus. Et là, il y a une étoile filante qui passe. Et là, je sens la main de l'épouse, de la maman qui me tient. Et comme je dis dans le livre, là, il n'y a pas besoin de mots, quoi. C'est des moments forts, ouais. Tu as été le premier bateau de croisière à atteindre le pôle Nord. Oui. Une photo de toi, c'est toi qui sautes dans l'eau ? Oui, c'est moi qui saute dans l'eau. Tu es nu ? Oui, mais en fait, il n'y avait pas de passagers. C'était en septembre 21 et la compagnie nous propose justement d'aller jusqu'au pôle Nord sur ce navire, qui est un navire qui accueille des scientifiques à bord et donc qui peuvent faire des études sur les pôles. Un navire qui vient d'avoir un autre record d'ailleurs, d'avoir été sur le pôle Nord inaccessible, pôle Nord magnétique et pôle Nord géographique. Et en fait, ce navire français donc atteint le pôle Nord. Et voilà, c'est un rêve, quoi. Tu t'es jeté dans l'eau ? Alors, ils proposaient comme activité le Polar Plunge, comme on dit en anglais. Et après, il y avait TF1 et tout qui était à bord. Moi, j'ai entendu qu'ils soient partis, les journalistes. Et puis, j'ai dit, bon, là, t'es au pôle Nord, t'y vas, quoi. Le Polar Plunge, c'est quoi ? C'est tu te jettes dans l'eau ? Tu sautes dans l'eau, voilà. L'eau, elle est à 1 degré. Tu restes pas longtemps ? Ton corps te dit une chose, c'est casse-toi, quoi. Sors de là, parce que... Mais... Encore une fois, avec la méditation et tout, les prochaines fois où je l'ai fait, parce que j'ai sauté plusieurs fois par la suite sur d'autres voyages, en Arctique et en Antarctique, tu te calmes et en fait, tu médites un peu avant. Et là, du coup, tu peux faire quelques brasses tranquilles dans cette eau. La tête a beaucoup de pouvoir. Aujourd'hui, tu sais, t'as un petit garçon, tu as quitté ce métier parce que tu n'as pas envie d'y retourner, tu n'as pas envie de refaire du bateau, tu as envie de faire autre chose. Souvent, on me pose la question, est-ce que ça ne te manque pas ? Mais non, en fait, j'ai l'impression d'avoir fait le tour et la vraie vie, elle est à terre. Donc, pourquoi la vraie vie, elle est à terre ? Parce qu'à bord d'un bateau, c'est une vie idéale quand même, parce qu'on est en dehors du monde. Donc on est en dehors des mauvaises nouvelles, on est dans des endroits de vacances, on est quand même dans un endroit qui est... on est logé, nourri, blanchi, transporté, donc en fait on dépense rien, donc tout ce qu'on gagne, on le garde. Enfin, il n'y a pas grand-chose comme dépense, quoi. Et on rencontre des gens fantastiques et tout, mais c'est pas la vraie vie elle est à terre. Et depuis que j'ai eu mon fils, c'est vrai que ça a changé. Et même si je ne vis pas au jour le jour à côté de lui, au moins je suis plus proche de lui maintenant, je le vois plus souvent qu'avant, et voilà, quoi. Le fait d'être moins en mer, t'as l'impression d'être plus dans la réalité ? Oui. Alors je suis rêveur déjà, je suis poisson, je suis rêveur, mais c'est vrai que oui. Et je pense que c'est ce que je dois faire, en fait. Et j'avais envie d'autre chose. Et ce que j'ai fait après, c'était génial. J'étais ambassadeur d'une marque de croisière et c'était génial comme travail. Bon, ça s'est pas très bien terminé, mais c'était... Non, c'est pas que ça soit pas bien terminé, c'est que c'était pas correct et j'aime pas l'injustice. Mais bon, après ça, c'est un autre thème. Mais j'ai adoré. Et je me dis, comme je crois au karma et que je crois que les choses arrivent pour une raison, je sais que ce qui viendra après, ce sera encore mieux. Tu disais que tu écrivais un livre journal de bord d'un directeur de croisière. Oui. Il n'est pas encore écrit, mais dès qu'il sera sorti, je vous mettrai le lien. Frédéric nous enverra le lien cliquable et comme ça, je vous le mettrai. Donc, vous pouvez revenir un peu plus tard, même si à la sortie de la vidéo, il n'est pas sorti, on le mettra plus tard. Qu'est-ce que tu aimerais faire d'autre après ? Je ne sais pas, justement. Je travaille un petit peu comme maître de cérémonie, j'anime des séminaires, mais j'aimerais bien faire une émission. En fait, je trouve que la télévision devrait aussi être là pour éduquer et pour que les gens apprennent des choses sur les gens du monde. Donc moi, ce que fait Antoine Maximi ou ce que fait Jesus Calleja en Espagne, par exemple, ou bien même ce que faisait Frédéric Lopez, j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien rassembler les gens. Je m'en fous de la nationalité et de la culture, mais rassembler les gens, parce que les gens sont... Et montrer les peuples, montrer d'autres choses. Si je te dis, aujourd'hui, on n'est pas en 2024, on est en 2567, parce qu'en Thaïlande, on est en 2567. Donc, il faut ouvrir, en fait, les portes. Il y a d'autres choses, il y a d'autres idées à prendre dans d'autres pays qui sont magnifiques. Et les gens sont beaux. Moi, j'aimerais bien, dans toutes mes expériences, avoir eu une caméra, parce que moi, je ne prends pas de photos. Je ne suis pas à prendre des photos, je ne prends pas de souvenirs. Je les prends avec mes yeux. Et je ne publie pas, je ne suis pas réseaux sociaux, etc. Donc... mais j'aimerais bien j'aimerais bien que quelqu'un me voie et me dise « Ce gars-là, je le vois super bien dans ça, quoi. » Et j'aimerais bien être surpris, parce que je travaille avec passion et
Et j'aimerais bien continuer à aimer ce que je fais. Mon père m'a toujours dit, fais ce que tu aimes pour aimer ce que tu fais. Le jour où tu as l'impression de travailler, arrête de faire ce travail, quoi. On est en podcast audio aussi. Merci à vous tous si vous nous écoutez sur Spotify, Deezer, Google Podcast ou Apple Podcast. Merci d'être là, d'être de plus en plus nombreux. On est les premiers podcasts au jour du tournage. Merci beaucoup à vous tous pour ça. Donc si vous ne nous avez pas vu et que vous nous écoutez juste en podcast audio, t'es habillé de manière très chic en costume et t'as un petit collier autour du cou avec une boule en verre. Qu'est-ce que c'est? Alors ça, c'est le moine bouddhiste, il y a quelques semaines, qui me l'a donné. Et voilà, je trouve que ça a beaucoup de signification. C'est quelqu'un qui m'a appris beaucoup de choses. Parce que tu habites en Thaïlande. Exact. Et tu reviendrais ailleurs pour travailler. Ah bien sûr, oui, je suis mobile dans le monde entier. Je peux me déplacer T'as partout. pas trop d'attaches finalement. Non, j'estime avoir vécu plusieurs vies déjà. Et j'estime que j'ai encore d'autres vies à vivre. Et j'ai envie de voir d'autres choses. Si on me dit demain d'aller là-bas ou là-bas, bah, j'irai. Et je m'adapte. Parce que c'est ça qu'on apprend sur les bateaux, c'est à s'adapter aussi. Ton fils est où? Et dans la vie. Et il est en Normandie, à Granville. D'accord, Ouais. 50. Merci beaucoup, Frédéric. Janssen, Janssens, Comme tu veux. comme je veux. Frédéric. Là, ça dépend des endroits où on est. Croisière. Merci d'être venu. beaucoup. Merci à Guillaume. toi. Merci. C'est un plaisir. Si vous voulez faire comme Frédéric et venir ici sur le plateau, avec grand plaisir, vous pouvez nous envoyer un email avec quelques petites lignes pour nous expliquer ce que vous avez déjà vécu dans votre métier, dans votre vie. Si vous arrivez quelque chose, même en dehors de votre métier, avec votre passion, vous êtes tous les bienvenus. Vous m'envoyez juste un email à contact@legendegroup.fr. Voilà, il y a le mail qui s'affiche là sur l'écran. Vous m'envoyez votre numéro de téléphone, comme ça on vous rappellera directement. Merci à toute l'équipe qui a préparé l'émission. On se retrouve tous les mercredis, vendredis et dimanches sur Légende. Et si vous êtes sur YouTube, prenez vraiment quelques secondes pour vous abonner. Ça nous aide beaucoup pour avoir de plus en plus d'invités et d'être de plus en plus gros sur la chaîne. Donc abonnez-vous, likez la vidéo, ça nous aide dans les référencements, dans l'algorithme de YouTube. Si vous pouvez commenter, mettre la petite cloche pour être au courant de la prochaine vidéo, on se retrouve très vite du coup sur Légende. Ciao tout le monde!